Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver donc pour une nouvelle conférence de notre cycle ENM. Nous nous attachons à parler donc de l'épreuve du cas pratique ou des épreuves de cas pratique, puisque donc cette épreuve est commune au premier, au deuxième, au troisième concours. Pour les deuxième et troisième concours, il s'agit de deux épreuves, puisque vous le savez, vous avez un cas pratique en droit civil et procédure civile et un cas pratique en droit pénal et procédure pénale. Alors que les premiers concours, eux, ont le plaisir de n'en avoir qu'un seul, puisque dans l'autre matière qui n'est pas tombée en cas pratique, ils composent sur une dissertation juridique. Cette épreuve est donc commune aux trois concours. D'ailleurs, elle est de même calibre, hein, donc même timing, même difficulté. Elle est présentée quasiment exactement de la même manière. Donc, nos propos concernent les premiers, deuxième et troisième concours sans distinction aucune. Je vous propose, pour mener à bien cette conférence, que nous nous attachions d'abord à vous présenter quelques observations générales sur ce qui est attendu pour cette épreuve. C'est Émilie que j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau, qui va se charger de cette présentation générale. Et puis ensuite, on partira dans la correction des sujets du concours 2023, que ce soit en droit civil comme en droit pénal. Émilie, tu as la parole. Merci Fanny, bonsoir tout le monde. Alors, concernant l'épreuve du cas pratique, effectivement, à la différence de la dissertation, le cas pratique est un sujet éminemment technique et pratique comme son nom l'indique. En fait, il s'agit d'un exercice qui va requérir une grande attention de votre part dans la recherche des indices que vous allez pouvoir découvrir et identifier au fil de la lecture de l'énoncé qui vous est donné. À la différence de la dissertation, un cas pratique n'a pas pour ambition de vérifier votre recul face aux notions de droit et aux concepts juridiques. Il est vraiment fait pour que vous vérifiez votre capacité à manipuler l'ensemble des articles et l'ensemble des raisonnements juridiques qui tiennent à la qualification et à la recherche d'une responsabilité ou irresponsabilité de l'ensemble des personnages qui vous sont présentés. Donc il faut que ce soit en civil ou en pénal que vous maîtrisiez l'ensemble du fond et de la forme, c'est-à-dire que ce soit les qualifications, que ce soit les identifications des règles ou les procédures qui peuvent être applicables. Gardez toujours à l'esprit que les cas pratiques ou les dissertations sont données à chaque fois pour que le jury puisse en fait identifier les potentiels futurs collaborateurs qu'ils vont avoir. Donc on va rechercher chez vous cette technicité. Donc gardez toujours à l'esprit rigueur et attention. Pour un cas pratique, vous pouvez travailler en plusieurs phases. Euh, la première des phases, c'est cette phase de lecture et de découverte. Ne foncez pas tête baissée dans l'analyse tout de suite du cas pratique. Lisez-le une première fois, puis une deuxième fois pour vous imprégner de la matière, de ce qui est raconté. Identifiez de façon très précise l'ensemble des personnages. Qui fait quoi, comment et comment ils s'appellent. S'il y a des noms, utilisez les noms. Je sais que dans certaines universités, on vous dit: «Ah, mettez le monsieur X, monsieur machin, monsieur». Prenez les prénoms. S'il y a des prénoms, utilisez-le. Quand vous serez magistrat, vous aurez à traiter monsieur machin, monsieur bidule, monsieur Dupont, madame, je sais pas quoi, mais pas monsieur X et ainsi de suite. Donc soyez précis. Être précis dans l'identification de chaque personnage va vous permettre d'identifier les actes et les comportements de chacun, puis les relations entre chacun. Qui est l'auteur, qui est la victime, qui est le complice, et ainsi de suite. En civil, qui est le propriétaire, qui est le bailleur, voilà. L'identification préalable de l'ensemble de ces personnages et des liens qu'il y a entre eux va déjà vous permettre de faire la contextualisation de ce qui vous est expliqué et d'identifier le décor avant de vous intéresser aux différentes qualifications. Ça, c'est seulement une deuxième étape. D'abord, bien identifier qui fait quoi et pourquoi. Et dans quelles conditions et dans quelles circonstances. Après, vous allez rechercher
en fonction de chaque personnage ou de chaque fait que vous avez trouvé, les qualifications potentielles. Exemple, vous avez une bagarre dans un bar, on peut aller des simples violences volontaires ayant ou pas entraîné la mort à l'assassinat. Ça, ce sera l'analyse de l'ensemble des faits qui vous sont expliqués, qui vont vous permettre de donner le degré de qualification et la bonne article à appliquer. Pareil, dans la phase de construction de votre raisonnement, allez pas tout de suite rechercher euh, une circonstance aggravante ou atténuante. Toujours d'abord réfléchir à la caractérisation de l'infraction principale. Enfin, là, je parle essentiellement pour le pénal, hein, à l'infraction principale, possiblement ou pas aggravée, mais d'abord on fait l'infraction principale, le comportement principal de l'auteur principal. Après, on va aller rechercher des faits de complicité ou de coaction, mais toujours le noyau dur. Pour l'analyse de ces noyaux durs, que ce soit euh, au moment de la complicité, au moment de l'auteur principal, que ce soit au moment des circonstances, vous allez prendre l'article du code et analyser l'ensemble des éléments constitutifs. N'en oubliez pas. Et quand on dit analyser l'ensemble des éléments constitutifs, élément légal, élément matériel, élément moral. Dans l'élément matériel, vous avez les infractions de commission, mais vous avez également tout ce qui est infraction formelle. Il faut bien qualifier. C'est là où toutes vos années d'études vont ressortir pour que vous puissiez exprimer la rigueur que j'ai évoquée au début. Bien identifier, bien qualifier. On est d'abord, par exemple, dans le cas d'une agression sexuelle, on va établir l'agression sexuelle et après on va vérifier s'il y a, par exemple, viol. Mais vous ne pouvez pas tout de suite aller sur le viol. Le viol est une circonstance, une qualification aggravante d'un comportement qui est une agression sexuelle de base. Ça, c'est un raisonnement qui va vous permettre de montrer votre rigueur dans le raisonnement juridique. Et dans chaque raisonnement juridique, vous appliquez le syllogisme tel qu'il vous a été enseigné dès le début, élément légal, donc la règle de droit, application aux faits, conclusion. Quand je dis application aux faits, il faut vraiment que vous alliez retirer dans le cas pratique les éléments qui vous permettent de donner la qualification en fonction de ce qui a été établi dans la règle de droit, qui est une règle générique en fait. Vous ne pouvez pas dire, oui, euh, comme on l'a vu, comme on l'explique dans le cas pratique, monsieur ou madame est coupable de viol. Non, pourquoi? Quels sont les éléments qui vont vous permettre de le dire? Tentative de pénétration, euh, empêchement de se mouvoir pour la victime, violence, surprise, les éléments qui caractérisent. Et après, n'oubliez pas de conclure en résolvant le concours idéal de qualif et l'application de la peine. Monsieur ou madame encourt une peine de temps et temps, aggravée par l'article temps et temps, donc une peine de alors réclusion criminelle ou ainsi de suite, avec les peines complémentaires. Ça, vous le faites à chaque fois. Et quand je vous dis résoudre le concours de qualification, c'est par exemple l'agression sexuelle et viol. Il va falloir choisir quelle est la qualification qui sera à retenir. Pareil, quand il va falloir exclure vol et recel, par exemple. Vous savez pertinemment qu'on ne peut pas être accusé de vol et de recel pour la même chose, le même objet, en tant qu'auteur. Par contre, il peut y avoir un complice, il peut y avoir un receleur a posteriori. À chaque fois, ça, vous allez identifier la responsabilité de chacun. Et tout à la fin du cas pratique, une fois que vous avez bien établi, que vous avez bien appliqué aux faits, que vous avez cité le cas pratique, vous allez conclure sur les peines encourues par chacun et vous allez résoudre pour chacun le concours réel pour identifier quelle est la peine applicable en vous basant sur le bon fondement juridique. N'oubliez jamais de donner l'article relatif au concours réel, ça vaut toujours 1 ou 2 points. J'en arrive du coup au point, faites bien attention, souvent pour le concours de l'ENM, tel qu'on l'a eu ici, vous avez les points qui vous sont proposés. Donc on réagit et on travaille aussi au regard des points qu'on peut avoir. Il n'est pas nécessaire d'écrire des pages entières si la question ne fait que 2 points. Et tout ça rentre dans la considération de la gestion du temps, qui est un impondérable qu'il va falloir prendre en compte et avec lequel il va falloir travailler.
Donc, dans la rigueur et dans l'attention, on ajoute aussi la rigueur et l'attention dans cette gestion du temps, dans la priorisation et dans l'explication. Plus une question vaut 2 points, plus vous prenez le temps d'argumenter et de développer. Si une question vaut 2, 3 points, là, c'est j'applique mon principe, ma règle de droit, je l'applique au cas pratique et je conclus toujours dans cette rigueur juridique qui est la nôtre. Gérez donc le volume de vos réponses et l'efficacité de vos réponses. C'est pas parce que vous allez faire des tartines que même si c'est juste, on va vous rajouter des points alors qu'il n'y a que 2 points à prendre. Voilà, au niveau des conseils généraux, vraiment dans l'analyse, et je vous le montrerai après par rapport au cas pratique pour bien vous montrer comment on va identifier les points saillants qu'il faut retenir. N'oubliez jamais, c'est ce que beaucoup de personnes qui passent le concours du fait comment ça s'appelle, du stress oublient, c'est de bien conclure vos parties, de bien identifier les relations entre les parties. Donc, auteur principal, après seulement on traite le complice, et après on traite, alors c'est auteur principal, co-auteur, complice. Dans la gestion de l'auteur, on fait règle de droit, application au cas, élément matériel, élément moral, responsabilité. Si responsabilité il y a, on étudie après, fait justificatif possible, fait aggravant possible. Et on trouve la peine. Et après, on passe à un autre personnage. Voilà. J'espère que ça a pu vous aider. Merci Émilie pour ces propos introductifs, donc quelques conseils généraux. J'enchaîne pour vous présenter quelques pistes de correction et on va appliquer donc tes bons conseils au sujet de droit civil de cette année. Alors il y avait donc 2 sujets en civil, celui du premier concours, celui des deuxième et troisième concours. On va les prendre l'un après l'autre. Je vais partager mon écran d'abord donc avec le sujet, n'ayez pas peur, c'est très coloré, du premier concours pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire à l'occasion d'une première lecture. Donc là, j'ai l'énoncé du sujet du premier concours 2023. Alors, je commence ma lecture. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de hiérarchiser les informations en fonction de leur importance, tout simplement. Parce que vous le voyez, c'est assez long à lire. 1 page, 2 pages, 3 pages. On a quand même, non, pardon, 2 pages, parce que là, c'est une introduction. On a 2 pages entières à lire. C'est quand même long. On voit qu'il y a 3 questions. On va hiérarchiser les informations en fonction de leur niveau d'importance. Il y a des informations qu'on peut jeter à la poubelle tout de suite. Ça ne nous intéresse pas du tout. Exemple dans la première phrase, Monsieur et Madame P sont copropriétaires d'un pavillon situé sur la commune de Fouras, ou Fouras, je ne sais pas comment on dit, en Charente-Maritime, sous le régime de la copropriété horizontale. Que le pavillon soit un pavillon, une maison d'habitation ou autre chose, on s'en moque. Qu'il soit situé sur la commune de Fouras ou Fouras en Charente-Maritime, on s'en moque parce que c'est à peu près le même régime quand même partout. On ne va pas aller vous chercher des territoires qui obéissent à des régimes particuliers. Donc là, je l'ai mis en gris parce que ce sont des informations qui n'ont qu'une importance. Donc niveau très faible. Monsieur et Madame P, ça peut être intéressant quand je suis en civil. Pourquoi? Parce que Monsieur et Madame P, ça peut évoquer tout de suite une question de droit de la famille. Sont-ils mariés? Est-ce que je suis face à un couple de concubins? Est-ce que je suis face à un couple de partenaires de Pacs? Ça peut être intéressant, mais on ne me le dit pas ouvertement. Donc c'est un niveau 2 d'importance. Je l'ai mis en bleu. C'est un peu plus important que ce que je vais jeter tout de suite, le niveau 1, mais ce n'est pas aussi important que le niveau 3. Évidemment, c'est copropriétaire, le premier mot qui est important. Pourquoi? Parce que là, je suis dans une qualification juridique. Donc, copropriété, ça m'évoque une partie du programme. Je note que je suis en matière de droit des biens. J'identifie donc le secteur
de la matière. Je suis en droit des biens parce que mon cerveau va se connecter au droit des biens, on espère. Et c'est le régime de la copropriété. Alors là, évidemment, je pleure un peu parce que ce n'est pas celui que vous préférez, on est bien d'accord, mais on va quand même s'en sortir. Et donc, sous le régime de la copropriété horizontale, là, on pâlit aussi et on se met encore plus à pleurer si on n'a pas les nerfs qui vont avec, parce qu'on se dit que la copropriété horizontale, on ne sait pas forcément ce que c'est par rapport à une copropriété verticale. Il faut vous rassurer, à l'ENM, dans les sujets, vous aurez toujours des petites expressions, des petites situations hors normes. Mais en général, ça ne change rien à la suite, c'est juste de la déstabilisation. Moi, ce que je relève, c'est qu'on est en matière de copropriété. Je continue. Le jardin dont ils ont la jouissance privative. Le jardin, on s'en fiche, ça soit une parcelle, un jardin, autre chose, on s'en fiche complètement. Jouissance privative, c'est important. Au terme de leur acte d'acquisition et du règlement de copropriété, ça c'est très important parce qu'on sait qu'il y a un acte officiel. Borne un canal maritime et comporte une borne de terrain de 100 mètres carrés de superficie, soit un quart du jardin qui relève du domaine public maritime. Là, je retrouve la stratégie de déstabilisation. C'est sans doute compliqué, on se met à votre place, quand on découvre l'énoncé, qu'on tombe sur cette expression domaine public maritime, parce que nous, les petits privatistes modestes que nous sommes, nous ne connaissons rien au domaine public maritime. Quand on est face à cette situation, que fait-on? On reste zen, on prend une bonne respiration et on se dit, on ne va pas me la faire. Le domaine public maritime, ça n'est pas au programme. Donc ça veut dire que, à la rigueur, j'aurais presque pu faire plutôt ça. Tac, je jette à la poubelle, j'en ai rien à faire, c'est pas du programme. Première information utile, connaissez vos programmes par cœur. Qu'est-ce qui est dans le programme par rapport à ce qui ne l'est pas? Parce qu'on va essayer de me faire peur avec des trucs que je n'aurais pas révisés, mais c'est pour la bonne cause, c'est parce que ce n'était pas du programme. Donc, je dois me dire que ça ne change rien, que ce soit le domaine public maritime ou pas, peu importe. Ils vendent. Voilà une information importante pour moi. Contrat de vente. Donc là, je suis dans la qualification juridique, c'est hyper important. L'intégralité de leur lot de copropriété à monsieur et madame A, ça serait monsieur et madame Z, on s'en fiche, ça ne change rien. Pour le prix de 300 000 euros, on s'en fiche aussi, ça ne veut pas dire grand-chose pour nous. Le prix, bon, c'est annexe. Selon acte notarié. Ça, c'est important. Et à chaque fois que j'ai une date, en général, c'est important. Pourquoi? Parce que je dois avoir le réflexe du juriste ou de la juriste qui pense au délai de prescription. En droit public, j'ai la procédure en droit civil, j'ai la procédure civile. Et la procédure civile, ça veut dire aussi examiner le délai de prescription. Donc, je ne vais pas leur dire, vous pouvez agir si je n'ai pas vérifié qu'on était encore dans les clous en termes de prescription. Donc, je le note quand même, c'est important. Je ne sais pas si je vais consacrer une question à cette information, mais c'est quelque chose qui est important. Vous voyez, je découpe le sujet. Je ne vais pas le faire pour tout le sujet naturellement, mais je découpe le sujet en 3 niveaux d'information pour tout ce qu'on me donne comme information. Niveau 1, c'est pas important. Niveau 2, tiens, ça peut l'être. Et niveau 3, c'est hyper important. Le niveau 3, il est en rouge ici. C'est évidemment les questions qu'on me pose. On m'aiguille, on me donne déjà des informations intéressantes. Pour ne pas faire de hors-sujet, je dois lire ça avec beaucoup d'attention. D'autant que ça regorge de petites informations très, très, très importantes. Alors d'abord, vous voyez, j'ai mis première question en rouge. Pourquoi? Parce que donc je descends l'énoncé. Je vois qu'il y a une question 2 ici. Il y a une question 3 ici. Donc je vois que j'ai des paragraphes. Tout de suite, premier coup d'œil, j'ai vu que ma copie, elle comportera 3 grandes parties. Donc j'ai déjà mon plan. Ensuite, Émilie vous l'a donné, j'ai le barème. Donc je regarde. Tiens, ici, j'ai une information intéressante puisque c'est le barème 7 points. Je remonte. La question précédente, c'était 6 points, approximativement équivalente. Et là, je vais le mettre en rose aussi, 7 points. Donc ça veut dire qu'en fait, ma copie, elle comporte 3 grandes parties d'égale importance. Si j'avais eu une petite question à 2 points, bah, je dois la traiter proportionnellement à ces 2 points. La rémunération en termes de points doit être proportionnelle à la taille de vos développements.
Donc, je me dis, j'ai 3 parties qui sont d'égale importance. C'est très stratégique, mais on est obligé de jouer un petit peu comme ça. Alors ensuite, donc, je continue à travailler mon énoncé. Je découpe en niveau d'information. Et une fois que j'ai fait tout ça, j'ai donc lu une première fois, avec un code couleur, tout mon énoncé. Jusque-là, normalement, tout le monde est capable de le faire. On a repéré des informations importantes. Ça n'est pas grave si vous pensez être totalement perdu à ce stade. On est face à un concours d'un niveau d'exigence très relevé, ce qui signifie que ce n'est pas des questions simples sur lesquelles on vous interroge. Ce sont des questions complexes. Ce ne sont pas les questions les plus faciles. Donc, on va aller piocher la servitude dans la vente, la garantie d'éviction et des petites questions un peu pointues. Ce n'est pas forcément toujours celles que vous trouvez les plus simples. Ce n'est pas le divorce pour faute ou les troubles anormaux du voisinage. C'est normal. Et en plus, donc, c'est mêlé à des informations déroutantes. C'est pas grave. On est là pour proposer. On va être force de proposition. On va proposer des choses. On ne sait pas si on aura raison ou pas. Et c'est pas grave. On va proposer quelque chose. Une fois qu'on a fait tout ça, il est, à mon avis, très important de traiter les questions dans l'ordre d'apparition. Parce qu'il y a une logique dans cet ordre et que en général, il vaut mieux quand même garder la logique. Ça veut dire que la question d'après va prendre un tournant différent par rapport à la question d'avant. Donc, il vaut mieux avoir traité la question d'avant si on veut respecter cette logique. Maintenant, on est face à une épreuve d'un concours. Bien évidemment que si on ne sait pas du tout quoi répondre, on saute des lignes sur sa copie, on continue avec les questions d'après, et à la fin, si on a un éclair de génie, ou si tout à coup on se souvient, ou si même on veut tenter quelque chose, on revient au trou qu'on a laissé en place sur sa copie. Ensuite, arrivé là, je souffle un peu, je me dis que ça va bien se passer, c'est très important, hein. Je mets bien mes codes devant moi parce que je vais travailler avec mes codes. Et je prends question par question. Maintenant, j'ai un recul, je sais les matières sur lesquelles on m'interroge, je connais la répartition de ma copie, j'ai mon plan sur mes 3 parties principales, je vais attaquer la première. Donc, je reprends ma première question ici et je vais tout de suite essayer de dégager le problème de droit ou les problèmes de droit. Donc là, à ce stade, j'identifie le ou les problèmes de droit que je vais développer dans ma copie. Alors, à ce niveau-là, on peut avoir des choix à faire. Et souvent, on en a. C'est-à-dire qu'on va faire une liste de questions. Il y a des questions pour lesquelles on est à peu près certain qu'il faut faire des développements. Et puis, il y a des questions pour lesquelles on a une petite hésitation. On le met sur son brouillon. Et on verra le temps venu si on la traite ou si on ne la traite pas, cette question. Il est possible de l'évincer, il est possible de la traiter en disant oui, oui, ça marche. Il est possible de la traiter en disant non, non, ça ne va pas marcher parce que. D'accord? Donc, il y a plusieurs options sur la table. Donc, à partir de ce moment-là, j'écris ma liste de problèmes de droit et je me mets à travailler avec mes codes. Je prends le premier problème de droit, je me dis quel est le problème et quelles sont les règles de droit qui pourraient m'aider à résoudre ce problème. Là, de 2 choses l'une. Soit c'est une question que vous maîtrisez bien. Vous l'avez revue, ça vous parle, vous avez bien les choses en tête, auquel cas, tout de suite, on ouvre son code à l'article dont on a souvenir. On se souvient du numéro, on ouvre son code. Et tout de suite, on ramasse les conditions d'application, on les vérifie, au brouillon, tac, tac, on dit OK, OK ou pas OK. Et puis, on avance comme ça sur les questions qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien. Si c'est une question qu'on maîtrise moyennement bien, on fait une vérification dans le code.
Donc, soit on se souvient de l'article, soit on ne se souvient pas, on retrouve l'article d'une manière ou d'une autre. Donc, soit en feuilletant parce qu'on a à peu près une idée de la numérotation, soit en allant céder des tables. On retrouve l'article et là, on est obligé de relire un peu pour trouver les conditions d'application et les effets. Mais ça nous revient, ah oui, oui, c'est ça, divorce pour faute. La faute, c'est donc une violation grave et renouvelée, tac, 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 tac. Soit c'est une question pour laquelle on n'a pas trop d'idées. Et auquel cas, il faut faire une petite recherche. Donc, on fait une petite recherche dans son code avec les tables et on est force de proposition. On essaye de proposer quelque chose en disant ça ressemble à ça. Peut-être est-il possible d'analyser ceci en cela et donc l'article machin ferait qu'on pourrait dire que. Vous voyez, on tâtonne parce qu'on ne sait pas bien, mais on essaye à tout prix quelque chose. Rappelez-vous toujours qu'on passe un concours. C'est terrible de le rappeler, mais entre le dernier qui sera admissible et le premier qui ne le sera pas, il y aura bien souvent un demi-point d'écart. Donc c'est peut-être cette petite proposition qui va faire que ce sera vous qui serez sur la bonne liste à la fin. Donc, on fait des propositions, ça nous rappelle la vente, dans la vente, on connaît ça, ça nous rappelle le PAX, dans le PAX, on sait ça nous rappelle ceci, bah tant pis, domaine public maritime, on ne sait pas, on propose. D'accord? Bien. Et on fait cela pour donc le premier problème de droit. Donc là, à ce stade, j'ai mathématiques, mon problème de droit, des règles de droit éventuellement applicables avec les conditions requises ou pas, et surtout réunies en l'espèce ou pas. Et c'est tout ce que je fais au brouillon. Je n'ai pas le temps de continuer. Et donc, à partir de ce moment-là, je passerai à la rédaction de ce premier problème. Mais évidemment, il y en aura d'autres. Parce qu'un problème appelle un deuxième problème, sans passer à la deuxième question. Mon problème que je viens de traiter va sans doute appeler un deuxième problème. Et donc, je vais enchaîner les problèmes de droit comme cela, jusqu'à avoir vraiment pressé le citron, si vous me passez l'expression, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pulpe. Donc, j'aurai éclusé toutes les questions. Est-ce que ça s'applique ou pas? Quelles sont les conséquences? Est-ce que les délais de forclusion, de prescription sont remplis ou pas, dépassés ou pas? Est-ce qu'on est bon en termes de prescription? Est-ce qu'il y a des conséquences à ce que je viens de dire ou pas? Il faut que j'ai éclusé toutes les questions. Donc, j'aurais vraiment ouvert tous les tiroirs et à chaque fois, j'aurais fait un syllogisme. C'est cela, me semble-t-il, qui est l'étape suivante. À partir du moment où j'ai sur mon brouillon ces éléments-là, je passe à la rédaction. Et pour la rédaction, je fais attention à deux choses en particulier. La première, c'est évidemment le respect scrupuleusement de la méthodologie. Mais alors vraiment, minutieusement, on va respecter la méthodologie. C'est-à-dire qu'il y a différentes étapes à respecter et que ces étapes se voient de loin sur votre copie. Donc, j'ai un petit résumé des faits qui comporte la qualification juridique. J'ai la question de droit. J'ai mon syllogisme qui suit, majeur, avec les règles de droit applicables, un peu de jurisprudence et les conditions, tout ce qui est définition, conditions, jurisprudence, ma mineure, en l'espèce, blabla, la conclusion, et évidemment, parfois, les exceptions, etc., etc. Je vois sur la copie ce découpage chronologique et je peux identifier toutes ces étapes méthodologiques. C'est vraiment la moitié des points que vous jouez sur la méthodologie. Donc, il faut vraiment que ça se voit dans votre copie. J'y reviens dans une minute. On va mettre le corrigé. Vous allez voir ces différentes étapes apparaître. Donc, ça, c'est la première chose très importante, c'est de la méthode. La deuxième chose, évidemment, importante, c'est la qualité du raisonnement qui est proposé, qualité qui se dédouble à nouveau. Il y a la qualité de forme et il y a la qualité au fond.
La qualité de forme, eh bien, c'est une copie qui est correctement rédigée, qui comporte des phrases qui ne sont pas bancales, où il n'y a quand même pas ou peu de fautes d'orthographe et surtout qui s'enchaîne correctement. Quelque chose de cohérent en termes de rédaction. Et puis au fond, est-ce que vous faites des propositions qui sont cohérentes? Est-ce que vous avez des idées pertinentes? Est-ce que l'ensemble des problèmes de droit qui étaient attendus sont proposés? Les réponses, oui, non, peut-être, on s'en moque complètement. Vous dites oui, vous dites non, vous dites peut-être, on n'en sait rien, ça dépend de l'appréciation souveraine des juges. Peu importe, vous pouvez bien avoir raison, pas raison, la plupart du temps, sauf quand c'est grotesque. En tous les cas, en civil, peut-être qu'en pénal, il y a des choses qui se voient de manière un peu plus frappante. Si c'est un viol, ça apparaît de toute évidence. On nous met tous les éléments du viol. Et ben, s'il n'y a pas le viol dans votre copie, c'est un peu dommage. En droit civil, franchement, la garantie d'éviction du vendeur, c'est oui, peut-être, mais non, on est entre deux, on ne sait pas, ben, sous réserve de la possession des juges. Voilà. Donc la réponse, finalement, on s'en moque un peu. Ce qu'on veut, c'est le raisonnement et c'est les propositions que vous faites. Est-ce que vous parlez des bons fondements? Est-ce que vous êtes allé chercher les conditions d'application? Est-ce que vous avez vérifié que ces conditions étaient bien réunies? Est-ce que c'est rédigé de manière cohérente? Tout ça fait un ensemble qualitatif. Et en réalité, Émilie vous l'a dit, ce qu'on recherche est un futur bon magistrat ou une future bonne magistrate, c'est-à-dire quelqu'un qui va chercher dans ses codes parce qu'elle n'aura pas réponse à tout, qui va faire des recherches, qui va vérifier que les conditions sont réunies, qui va appliquer le bon régime et qui va en déduire la bonne conséquence. N'oubliez pas, enfin, parce que c'est dommage, vous perdez souvent beaucoup de points là-dessus, que le programme, c'est droit civil et procédure civile, ou droit pénal et procédure pénale. Donc, il y a des questions de procédure à ne pas négliger. Mais là, je dirais que les examinateurs, les juristes sont quand même assez bienveillants à votre égard parce que si vous regardez bien les questions, en réalité, on vous donne les questions avec beaucoup de précision. Regardez par exemple, là, donc c'est en rouge, il leur a été indiqué que leur procédure n'était pas exempte de fragilité et que leur demande d'indemnité était très optimiste. Bon, quand je suis là déjà, j'ai bien vu qu'il y avait deux questions dans cette première question. Et en plus, ça ne suffit pas. On va me le redire derrière. Il sollicite votre avis sur ces deux points. Ça veut dire qu'en fait, j'ai mon 1, puisque mon grand 1 correspond au petit 1 d'ici. J'ai mon grand A, c'est est-ce que la procédure est fragile? Et j'ai mon grand B, est-ce que leur demande d'indemnité est ou non optimiste? Le grand 2, c'est mon petit 2 ici. Ces derniers sont scandalisés, vous interrogent sur le point de savoir s'ils peuvent maintenir leur demande avec une chance de succès. On me donne la question. Mon grand 3, ça sera le petit 3. Monsieur et Madame A vous interrogent sur l'opportunité de relever appel de ce jugement. Bon, bah là, on a clairement vu une question de procédure et c'est vraiment pas caché, c'est vraiment très clair. Alors, si on prend maintenant le corrigé, donc je vais repartager avec vous mon écran, mais cette fois-ci avec le corrigé. Bah, c'est raté parce que c'est encore l'énoncé, pardon. Où est mon corrigé? Pourquoi je ne le retrouve pas? Il est là. Tac. Cette fois-ci, c'est le corrigé. Alors, qu'est-ce que ça donne si je veux vérifier que j'ai scrupuleusement respecté la méthode que je vous ai énoncée? J'ai donc bien une première question ici. Je l'intitule. C'est plus professionnel. Je dis à mon correcteur immédiatement que j'ai bien vu que c'était la garantie d'éviction. On était dans le contrat de vente. J'ai un petit A, regardez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ça peut être un grand A et un grand 1, peu importe. Il y a pas, on est dans le cas pratique, il n'y a pas de choses imposées. La fragilité de la procédure, c'était la question qui m'avait posée. Et puis là, les chances de succès de la demande d'indemnisation. J'ai gardé exactement les questions qu'on m'a données.
Grand 2 ou petit 2, c'est la garantie des vices cachés. J'ai donné des noms. 3, la servitude de passage. OK? Bien. Donc déjà, sur la forme, vous avez vu, j'ai mon plan. Et parce que j'ai bien lu les questions qui m'ont été posées, que mon plan, il m'est apparu dès la lecture de l'énoncé. Alors après, sur le fond et la méthode. Regardez ici. Je prends par exemple la première question. Ici, j'ai un résumé très succinct des faits. Je ne vous le relis pas, vous aurez accès au corrigé, vous le lirez à tête reposée. Ensuite, ce qui s'est passé en termes procédural et l'annonce de plan. Parce que je dois dire, attention, je vais traiter les deux questions. D'abord, la procédure, est-ce qu'elle est fragile ou pas? Et ensuite, la demande d'indemnisation. Annonce de plan. Ensuite, la fragilité de la procédure. Petit rappel des faits, mais qui concerne cette fois-ci que cette question-là. Résumé des faits. Ici, question de droit, hyper importante. Vous voyez, elle est sous forme interrogative. Un demandeur peut-il demander pour la première fois en appel l'indemnisation d'un préjudice d'éviction alors qu'il avait demandé en première instance la nullité du contrat? J'ai bien vu que c'était de la procédure civile. Petit résumé, problème de droit. Et ensuite, mon syllogisme. L'article blabla dispose que. Ça, c'est ma majeure. Vous êtes d'accord? Ce sont les règles de droit. Parce que j'ai bien vu que c'était un problème de prétention nouvelle. Je vais chercher mes 2 règles de droit ou mes 3 règles de droit que je veux citer ici avec les petites définitions qui vont bien. La mineure, en l'espèce, c'est là, vous le voyez, en l'espèce. Est-ce que c'est une prétention nouvelle ou pas? Ben, je vais voir ce qu'ils ont demandé en première instance, ce qu'ils ont demandé en appel. Et puis, comme j'aurais donné la définition de ce qu'on appelle une prétention nouvelle, je pourrais oui ou non dire si c'en est une. Donc là, j'ai la mineure. Et le en conclusion vient boucler la 3e étape de mon syllogisme. La conclusion, c'est que, bah oui, c'est quand même un peu fragile. Alors, je le dis un peu plus joliment, il serait délicat d'affirmer que la procédure est exempte de fragilité parce qu'on n'en sait rien finalement. On n'est pas encore juge. Vous voyez? Et je recommence, pareil, toujours pareil, regardez, les chances de succès de la demande d'indemnisation. J'ai un résumé des faits, très court. Ma question de droit. L'acheteur partiellement privé de la jouissance de la chose achetée peut-il obtenir une indemnisation de la part du vendeur? En vertu de l'article 1625, puis d'après l'article 1626. On reconnaît les règles de droit, c'est ma majeure. Là, j'ai un petit peu de définition. Dans un contrat de vente, le vendeur doit garantir l'acheteur contre toute éviction, qu'elle soit totale ou partielle. La garantie d'éviction peut être mise en œuvre. Je récite mon cours. Il y a des conditions d'application, je dois les donner. En l'espèce, j'applique à l'espèce. En conclusion, il semble que les acheteurs puissent effectivement se prévaloir de la garantie d'éviction à l'égard des vendeurs. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne peux pas passer à la question d'après. Puisque je leur dis qu'il y a une garantie d'éviction qui a toutes les chances d'être caractérisée. Bah, il faut quand même que je leur dise quelles sont les conséquences. Je ne suis pas obligée là de repartir dans résumé des faits, majeur, mineur, conclusion, syllogisme. Quelles en seraient les conséquences? Je ne fais que poser une question. Bah, les conséquences, c'est quand même que 2 points méritent d'être relevés. Donc, bah, c'est en gros, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer comme résultat, comme issue de cette garantie d'éviction. Donc, je ne laisse pas les acheteurs au milieu du gué, si je puis dire. Je leur dis, oui, oui, la garantie d'éviction, elle a tout lieu de pouvoir être actionnée, mais encore faut-il que je leur dise quelles en seraient les conséquences. Et c'est tout le temps la même chose. Alors, si je vous mets maintenant le cas pratique 2e et 3e concours, qui est ici, vous allez voir que c'est exactement la même chose.
Pourquoi c'est en pause? Vous le voyez? Non. Alors, je recommence. Non, on te demande de double-cliquer sur l'image, de quoi c'est marqué. Ok, alors je recommence. Je l'ai perdu. Il est ici. Deuxième et troisième concours. Partagé. Voilà, C'est bon. normalement, c'est bon pour vous. Ici, pareil, j'ai une introduction. Rappel des faits très sommaire. Vous voyez que j'ai mis un grand 1 ici, parce que je sais que c'est la première partie. Et puis je découpe, parce que la question, c'était d'abord la répartition des charges au sein d'une indivision, et ensuite la question de la vente de l'appartement. Donc, grand A, je fais ma question dédiée aux charges au sein d'une indivision. Un petit résumé très succinct des faits. Appartement qui fait l'objet du litige a été hérité par deux sœurs au moment du décès de leurs parents. Le décès des parents a engendré une indivision entre les deux sœurs. Très succinct. Et là, je passe par un paragraphe ici de définition. Parce que je suis dans l'indivision. Donc, il faut quand même que je justifie d'aller chercher les articles 815 et suivants. Je vais dire, c'est l'indivision se définit comme la coexistence de droits réels identiques et blablabla et blablabla. Je donne les définitions. Et comme ça, ensuite, je montre en l'espèce qu'on est effectivement bien dans le cadre d'une indivision. Je me suis justifiée. Je n'ai pas sorti l'article 815 comme ça. J'ai dit, voilà ce que c'est qu'une indivision. Voilà les articles qui donnent cette définition. Or, en l'espèce, eh bien, on a tous les éléments de l'indivision. C'est donc de l'indivision. Une fois que j'ai qualifié juridiquement les faits, eh bien, je pose une question générique. Quel est le principe de répartition des charges entre co-indivisaires? Et là, je vois apparaître mon syllogisme à nouveau. C'est parti. Selon l'article 815-10, c'est évidemment ma majeure. En l'espèce, les deux sœurs, c'est évidemment ma mineure. Mais attention, c'est ici un petit peu subtil. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe. Marie pourrait exiger le remboursement. Pourrait. Vous voyez que j'utilise un conditionnel. Elle pourrait, si on appliquait le principe qu'on vient de donner. Mais ce principe doit être nuancé. Boum badaboum, on détruit ce qu'on vient de dire, on dit attention, il y a des nuances. Or ici, évidemment, on va être dans le cadre d'une nuance. Or, ça doit être nuancé. En vertu de l'article blabla, eh bien, en fait, celui qui utilise la chose indivise, qui en jouit, par exemple, j'habite un appartement, eh bien, évidemment, il est redevable d'une indemnité. Et donc, je formule la question. Problème de droit par rapport à cette exception. La question se pose alors de savoir si certaines charges ne reviennent pas exclusivement à l'occupante de l'appartement. Bah oui, en fait, si. J'ai déjà la réponse, mais je fais comme si je ne l'avais pas. Je m'appuie sur la jurisprudence. La jurisprudence considère que, tac, 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 il s'agissait du remplacement de la chaudière. Il y avait une des deux sœurs qui habitait le logement. C'est évidemment pour elle. En conclusion, Marie pourrait exiger de sa sœur qu'elle lui rembourse l'ensemble de ses sommes, c'est-à-dire le paiement de l'entretien de la chaudière, parce que la chaudière, c'est quelque chose qui est usé par la personne, celle des deux sœurs, qui habite le logement. Vous voyez la logique et la cohérence des propos. Alors, là où je conviens volontiers d'une petite chose, c'est que plus vous serez à l'aise sur le fond, et plus vos propos sont cohérents. Et ça, c'est vrai. Sans les connaissances de fond, on ne peut pas mener aussi bien les réponses aux questions qui sont, vous voyez, quand même très techniques. On va chercher l'indivision, on va chercher les servitudes, on va chercher des thématiques qui sont complexes, qui sont techniques, mais parce que là, nous sommes sur un terrain purement juridique. Je vous rappelle qu'à côté, vous avez des épreuves qui ne le sont pas ou beaucoup moins. C'est la culture générale, c'est la note de synthèse. Là, c'est l'épreuve technique. D'accord? Donc, on vous attend sur des questions techniques. Mais n'oubliez pas que vous avez quand même toutes les réponses dans les codes et que quand on a bien utilisé ces codes tout au long de l'année, durant toute sa préparation, eh bien, on va être beaucoup plus à l'aise le jour de l'épreuve. Et donc, on va s'appuyer sur les codes. On ne peut pas retenir l'intégralité du programme par cœur. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Vous voyez,
Je fais attention à la méthodologie. Je respecte cette méthode scrupuleusement. Chaque petit paragraphe, c'est une étape de la méthode attendue. Ensuite, sur le fond, je fais une proposition cohérente, mais là, c'est quand même pas très difficile dans la mesure où vous avez des mots-clés dans l'énoncé. Indivision, bah, je ne vais pas aller chercher les règles applicables à la copropriété. Je sais bien, j'ai révisé que la copropriété, ça n'est pas de l'indivision, c'est tout à fait différent. Si je vois que monsieur et madame sont mariés, je ne vais pas aller chercher les règles sur le Pacs. Bon, donc j'ai fait un travail de préparation durant plusieurs mois, je vais le mettre à profit. Dès lors que je vois dans l'énoncé des qualifications juridiques qui m'interpellent parce qu'elles sont dans le programme, je les note et ensuite à moi d'aller chercher dans le code, d'aller chercher pour rafraîchir ma mémoire. C'est ça le scénario idéal, c'est qu'on se rafraîchisse la mémoire. On sait bien que l'indivision, c'est comme ça, c'est vers 815 dans le code. On sait bien qu'on ne peut pas rester en indivision, ça on la connaît cette règle. Mais les règles de partage, qui connaît les règles de partage dans l'indivision par cœur, à part les professionnels avocats qui font ça tous les jours? Personne. Pas même, vous savez, les magistrats. Ils ont besoin d'aller vérifier, c'est la règle du 2/3, la règle de l'unanimité, la règle du 50-50. On est obligé de vérifier. Même nous, les professionnels, on fait ça à longueur de journée, mais on a quand même besoin d'aller consulter ces codes. Donc, n'hésitez pas à reprendre dans vos codes les conditions et à les retranscrire sur votre copie. L'intérêt, c'est vraiment de faire des propositions cohérentes. Vous parlez de l'indivision au moment où c'est logique parce que les deux sœurs étaient en indivision. Alors après, sur le reste de l'exercice, vous aviez un deuxième point très important, donc grand 2, on change de thématique, où là, c'était donc un couple avec un enfant qui avait fait construire une maison d'habitation. Et Nicolas, donc Émilie vous disait de garder les prénoms, effectivement, on peut les garder au moins jusqu'à problème de droit. Si on veut généraliser au problème de droit, ça va, mais pour le résumer, garder les prénoms, c'est beaucoup plus clair comme ça. Nicolas aide gracieusement les voisins à réparer leur toiture et évidemment, en manipulant le fer à souder, il provoque un incendie. Le problème, c'est que l'expert confirme que cet incendie est bien dû à l'imprudence de Nicolas, qui a utilisé donc l'appareil un petit peu n'importe comment, mais l'assureur accepte de prendre en charge le litige et donc il rembourse. Voilà la situation. Alors normalement, vous devriez être à l'aise sur la première partie. Nicolas fait une réparation sur une toiture, il provoque un incendie. Ça vous rappelle quoi? On est évidemment sur quelque chose qui peut ressembler à du quasi-contrat. Tout de suite, ça évoque le quasi-contrat. Il a réparé la toiture, puis en plus, c'est marrant, mais les quasi-contrats, dans 90% des cas, c'est des toitures. Donc, dès que vous voyez toiture, hop, ding, feu rouge, c'est quasi-contrat. Du moins, c'est ma première idée. Donc, quasi-contrat, je me dis oui, bah, il y a la gestion d'affaires. Il a géré l'affaire de ses voisins. Et puis, je relis bien l'énoncé et puis je me dis, bah non, ça colle pas vraiment. Bah, c'est pas grave en fait. On a fait une première proposition, on a eu un élan vers quelque chose, on peut se rétracter, mais on le dit dans sa copie. C'est ce que je dis. Observons à titre liminaire que la gestion d'affaires est définie comme, ça pourrait bien coller. Il a géré les affaires du voisin. Bah oui, mais non. Elle doit être écartée. Pourquoi? Parce que, en réalité, ici, le gérant n'a pas géré à l'insu. Et donc, il y a un élément qui manque. On nous dit, l'énoncé précise que les voisins ne s'opposent pas à l'aide de Nicolas. Donc, s'ils ne s'opposent pas, ça veut dire qu'ils étaient au moins informés. Et en plus, ils l'ont vu sur la toiture faire des réparations. Donc, on écarte. Et là, on se dit, bah mince, on est quand même mal, ça nous fait penser au quasi-contrat, on regarde les autres quasi-contrats, pas d'autres idées, et on se dit, mais oui, mais bien sûr, il y a aussi la convention d'assistance bénévole, parce que quand j'ai révisé la gestion d'affaires, on m'a dit, attention, en termes de qualification, c'est très proche de la CAB, convention d'assistance bénévole. Et là, donc, bah, deuxième proposition, les règles
de la CAB semble plus adapté. On l'a défini. La CAB est caractérisée dès lors qu'une personne rend à une autre un service ou lui apporte une aide gratuitement, c'est-à-dire sans contrepartie pécuniaire. Elle se traduit chez l'assistant par blablabla, blablabla. Donc, je définis et je donne les conditions d'application. C'est la majeure. En l'espèce, je me demande si là, c'est bien réuni. Oui, et je vais même citer l'énoncé, dis donc. J'ai cité « Cela ne doit pas être grand-chose », dit Nicolas, très bricoleur. Et en plus, il intervient à titre gracieux. Donc, tout est en place pour une CAB. Donc, à la fin, ici, je dis que ça semble caractérisé. Mais encore une fois, si je m'arrête là, c'est pas bon du tout. Je ne peux pas dire c'est une CAB. Imaginez-vous déjà magistrat. Vous dites, on a affaire à une convention d'assistance bénévole. Quelles sont les conséquences? Il faut aller plus loin. Donc, quel est le régime applicable? Plus précisément, l'assisté peut-il obtenir réparation du dommage causé par l'intervention de l'assistant? Rappel de jurisprudence parce qu'il n'y avait pas de règle dans le Code civil. Et c'est reparti, la majeure sur la responsabilité de Nicolas, en l'espèce la mineure. En conclusion, eh bien, la responsabilité contractuelle de Nicolas semble pouvoir être engagée. Mais dès lors qu'une responsabilité est engagée, je ne peux pas non plus m'arrêter là. Dès lors que vous engagez une responsabilité, vous devez impérativement vous demander s'il n'y a pas des causes d'exonération. Ça va avec. Donc, est-ce qu'il n'a pas un moyen de se défendre? Est-ce qu'il n'a pas une cause d'exonération? On n'est pas obligé de repartir dans du syllogisme, on répond juste à la question. Et puis là, il n'y a ni cause étrangère, ni fait du tiers. En revanche, il y a faute de la victime. Donc, je ne peux pas rester là encore une fois. Faute de la victime, quelle est la conséquence? S'il y a cause d'exonération, c'est soit une exonération totale, soit une exonération partielle. Je prends parti, plus ou moins. Et vous voyez, je mets il y a fort à parier. Il y a fort à parier parce que je pense que c'est comme ça que ça va se faire, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Il y a fort à parier que le juge limitera seulement le montant des dommages et intérêts que Nicolas devra payer au profit de ses voisins en retenant une exonération partielle de sa responsabilité contractuelle. Vous voyez, il faut faire preuve de cohérence et de professionnalisme. Si vous traitez une question, posez-vous l'autre question de savoir s'il n'y a pas quelque chose qui manque et s'il ne faut pas enchaîner sur une autre conséquence logique de votre premier point, voire deuxième point, voire troisième point. C'est comme ça qu'il faut faire. Et vous voyez bien que sur la forme, ça respecte scrupuleusement la méthodologie qui est attendue avec, à chaque fois, un petit saut de ligne. Alors, dans vos copies, vous pouvez tout simplement aller à la ligne, si vous préférez, mais il faut que matériellement, on voit ces différentes étapes. C'est très important. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur cette épreuve de cas pratique de droit civil qui était tombée donc au dernier concours. Bien sûr que je ne peux pas vous faire le corrigé intégral de toutes les questions, mais ces corrigés sont accessibles si vous le souhaitez. Comme vous le disiez, Fanny, vous n'avez pas à connaître le détail du détail, des circonstances aggravantes, de combien la peine est encourue, et ainsi de suite. Non, on a un outil merveilleux qui est le code. Il est merveilleux à condition de savoir l'utiliser. C'est un outil. Donc, comme tous les outils, il ne faut pas le découvrir le jour de l'examen. Enfin, du concours, en l'occurrence ici. Encore trop souvent, de personnes qui se présentent au concours ont des codes bien emballés, tout beau, tout propre. Non, c'est un outil. Utilisez-le comme un outil. Donc, il faut jouer avec. Concernant donc cet énoncé, vous avez une histoire qu'on vous raconte. Là, ça fait un tout petit peu plus d'une page, assez aéré quand même. Et ce qui est tout de suite important de relever, c'est tout à la fin, on vous dit vous êtes substitut au parquet de Bordeaux. Vous êtes, merci, vous êtes informé de ces faits par l'un des fonctionnaires de police dans le cadre d'une permanence. Et après, vous avez des questions.
À la différence de ce que Fanny vous a montré là en civil, on a réellement 3 questions avec des sous-questions qui sont posées et le barème à chaque fois. Donc vous répondez et c'est très important de lire les consignes. Au regard des éléments exposés, vous répondrez aux questions suivantes par une argumentation juridique précise. Les moins importants ici, c'est bon déjà répondre aux questions par une argumentation juridique précise. Tout de suite, ça doit faire tilt. On a argumentation juridique, c'est-à-dire syllogisme, précise, c'est-à-dire je réponds de façon rigoureuse à ce qui m'a été posé et je ne verse pas dans la dissertation. Je jette un bref coup d'œil sur les questions. Enquête judiciaire, qualification, poursuite. Ah, je vois que j'ai de la procédure et du fond. Enquête judiciaire et poursuite, c'est de la procédure. Qualification, c'est du fond. Donc je sais que le programme qui m'a été donné à réviser va être balayé quasiment dans son entièreté, au niveau du moins des grands domaines. Donc je commence à me dire, il va falloir être très rigoureux et bien tout lire, parce que je vais avoir du fond et de la forme. Fanny, peut-on remonter à l'énoncé, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ça commence le 20 mars 2023. Ah, déjà, on a une date. La date est très importante, vous le savez. On est en procédure. On a les délais de procédure, on a les délais de prescription, on a les lois dans le temps. Tout ça, vous devez déjà vous dire, ah, il va y avoir des choses. Des policiers de la sécurité publique appelés par la sûreté ferroviaire de la SNCF interviennent en gare de Saint-Jean-Bordeaux, arrivée du train provenant de Paris-Montparnasse. Alors, comme disait Fanny, que ce soit Saint-Jean-Bordeaux, que ce soit Strasbourg, que ce soit Lyon, peu importe, on sait par contre qu'on est en France. Un train arrive à Bordeaux, ça part de Paris-Montparnasse. Donc, on sait que territorialement, c'est la France qui est concernée. On sait donc du coup qu'au niveau de l'analyse, on pourra déjà se dire qu'au niveau de l'application des lois, on est dans un temps qui est du droit positif, 20 mars, et on est sur un raisonnement géographique qui est la France. Donc une applicabilité du dispositif français si jamais il y a eu une infraction. On procède au contrôle d'identité, interprétation de 2 jeunes gens. Et là, c'est très important. 2 jeunes gens. On ne vous dit pas jeune adulte, on ne vous dit pas mineur, on vous dit 2 jeunes gens. Là, ça doit vous dire attention, on interpelle 2 jeunes gens, il va falloir prendre en considération l'âge qu'on n'a pas, donc il va falloir vérifier. Caractérisation, si jamais ils sont responsables, en tant qu'adultes ou en tant que mineurs. La procédure n'est pas la même. Précédemment décrit par les interlocuteurs comme vêtu, gna gna gna. Ça va être important. Dans la procédure, pour l'instant, on sait qu'on a une description. Après, on voit, soupçonné d'avoir de concert dérobé le téléphone portable du jeune Samy, né le 2 mars 2007, après lui avoir porté des coups. Là, vous avez énormément d'informations. Vous avez déjà l'identification. Alors, on a 2 jeunes gens. On a un jeune Samy qui est né en 2007, donc on fait un bref calcul, on voit qu'il est mineur. Et ce jeune Samy est, à première vue, victime d'un vol de téléphone portable et de coups. Et donc faites attention ici, on ne parle plus de coups et blessures, on parle de violence. Prenez toujours attache aux bonnes qualifications juridiques. Déjà, à la première lecture, on voit qu'on a 2 protagonistes, une victime supposée, en plus mineure. Bon, on peut déjà se noter au brouillon 3 personnages et commencer à donner sous forme de tableau ou sous forme de notes qui a fait quoi là. Important, 2 concerts. 2 concerts, ça doit vous dire attention, ils sont plusieurs. Est-ce qu'on est sur la bande organisée? Est-ce qu'on est sur la réunion? Est-ce qu'on est sur la complicité? Le régime juridique ne sera pas le même. Vous voyez, quand on vous dit de ne pas connaître en détail les précisions, par exemple, là, des circonstances aggravantes, par contre, ce qu'il faut connaître, c'est ces grands domaines, ces grandes qualifications. Quand vous voyez dans un cas pratique 2 concerts, vous dites ah, attention, on a une action de commission, on a une infraction, on a certainement une infraction de commission, et 2 concerts, ça veut dire ils sont plusieurs. Alors, comme je l'ai beaucoup vu dans certaines copies depuis les années, faites attention, la bande organisée, ne la voyez pas partout. Pour qu'il y ait bande organisée, il y a des critères bien particuliers qu'il faut réunir.
Donc, il faut la vérifier, mais n'allez pas tête baissée vers la bande organisée. Par contre, de concert avec deux jeunes gens, ça sent la réunion, hein. Sur le quai et assistant à leur action, ah, on a un témoin. Madame R indique aux policiers s'être fait violenter par ces deux jeunes gens, on ne sait toujours pas quels âges ils ont, au départ de Montparnasse, après avoir refusé de donner l'argent, et ainsi de suite. Elle présente un col déchiré à sa chemise, par lequel, dit-elle, l'un des deux jeunes gens l'a attrapé. Elle assure n'être toutefois pas blessée. Là, vous avez les indices qui vont vous permettre, comme je vous l'ai expliqué avant, de bien qualifier l'infraction qui va pouvoir être envisagée. Donc ça, vous surlignez déjà un col déchiré, elle n'est pas blessée. Par contre, on vous parle de elle s'est fait violenter. On en revient sur les violences. Mais attention, elle n'est pas blessée. Après, vous avez l'individu porteur du blouson sera identifié comme étant Monsieur P. Ah, donc on en revient à nos deux jeunes gens. On peut mettre un des deux jeunes, s'appelle Monsieur P. Porte un coup de poing au visage de l'un des deux agents. Ah, reviolence. Attention, un des deux agents interpellateurs, Monsieur D, pardon, le comparse. Ah, donc on a une identification des deux jeunes gens. Son comparse s'abstient de toute réaction. Ça, on se dit, si on nous raconte ça, c'est que on va devoir l'utiliser au niveau des responsabilités et des partages de responsabilités. Donc on sait qu'on a de la procédure qui va arriver parce qu'on a des dates et on a des âges. On a des qualifications parce qu'on nous parle de violence. On a des victimes, donc on va aller sur de la responsabilité. Et on a plusieurs auteurs qui travaillent de concert, mais qui ont des réactions et des comportements différents. Donc on aura des partages de responsabilités et des différentes responsabilités à envisager. Vous voyez, c'est quand je vous dis dépeindre le décor, c'est ça en fait. Commencer à identifier les grandes choses. Ils sont tous deux menottés, conduits au commissariat. Ah, on a des menottes, on a une conduite au commissariat central, tandis que les témoins sont invités à se présenter. On retombe dans de la procédure. Parallèlement, la mère de Paul, jeune majeure, donc là on sait que cette victime-là est majeure, appelle police secours. Elle explique avoir cherché son fils à la gare, l'avoir vu descendre, se tenant les côtes, avoir constaté qu'il saignait. Ah, là, on a un nouveau degré de violence, un nouveau degré de blessure pour une victime. Elle le conduit aux urgences, où il se trouve encore, ou d'où elle passe cet appel. Donc on sait qu'au vu des faits, on a quelque chose en temps réel qui se passe. Elle s'y trouve encore. C'est pas elle appelle 15 jours après, 3 semaines après. Non, elle s'y trouve encore. On est dans l'instantanéité. Son fils lui a solennellement rappelé les faits. Ah, c'est pas le témoin direct. Il s'est fait arracher son téléphone qu'il tenait à la main par un individu porteur d'un couteau. Attention, on vous parle d'une arme. Il n'avait pas senti le coup, mais a constaté qu'il saignait, portait une estafilade à hauteur du flanc. Il s'est engouffré dans les toilettes. Donc là, on vous explique les circonstances jusqu'à l'arrêt total du train, craignant de croiser. Jusque-là, on sait qu'on a une victime potentielle qui est aux urgences et qui semble blessée. Il ne peut pas le décrire. Par contre, il sait qu'il porte un cache-cou remonté jusqu'aux yeux, capuche suite noire. Suite noire, ça peut être important, sur la tête. Les deux individus. Par contre, après, il confirme en vous disant, il affirme en revanche que ces deux autres auteurs avaient bloqué les portes du wagon pour faciliter la fuite de son agresseur. En tant que juriste pénaliste, quand on vous dit faciliter, il faut encore une fois qu'il y ait un tilt qui sorte. Facilité, complicité, ça rime en plus. Il était certain que l'un d'eux portait un vêtement jaune fluo. Un aiguilleur de la SNCF informe que la patrouille a des caméras fonctionnelles. Là, on retombe à 6 caméras, acte de police. Donc, on est nouveau dans de la procédure. Vous voyez, donc il y a des indices qui vont vous servir immédiatement pour identifier les différents protagonistes, les différents faits qu'ils ont faits, et des indices qui vont vous servir par après, dans une analyse plus poussée, sur la mise en adéquation entre une qualification qui pourrait être retenue et l'effet de l'espèce pour après trouver cette synergie et cette mise en responsabilité, puis après la peine applicable. On vous dit que vous êtes le substitut du parquet de Bordeaux. Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir comme un futur ici magistrat, donc un substitut, c'est-à-dire on va surtout vous interroger sur la poursuite. Et quand on regarde les questions qui vous sont posées, on identifie clairement qu'on est dans la phase d'enquête jusqu'aux poursuites. Les dernières questions, c'est bien les poursuites.
Donc tout ce qui est phase de jugement, on peut le mettre de côté. Et on recadre notre réflexion. Et là, on regarde. Je vous le répète, argumentation juridique précise. Ça veut dire que même si la question, là par exemple la première, ne fait que 2 points, il faut qu'elle soit argumentée et qu'elle soit construite. Donc si on reprend... Émilie, Oui. juste, je me permets de t'interrompre parce que nous avons une question intéressante qui me semble tomber à pic. Mhm. Effectivement, beaucoup se la posent, Sarah, donc je vais la poser pour tout le monde. Vous ne me l'avez posée qu'à moi, mais je pense que ça intéresse vraiment tout le monde. Donc merci d'avoir posé cette question. Quand on a des questions précises comme ça à la fin du cas pratique, les candidats ont beaucoup de mal à finalement faire leur syllogisme, à conserver cette méthodologie que j'ai expliquée préalablement, sachant que par rapport, tu vois, au cas pratique de civil, c'est pas du tout aussi ouvert comme question. Ce sont des petites questions précises. Est-ce que dans le petit 1, premier point ici, dans quel cadre légal d'enquête les policiers agissent-ils? Les candidats doivent faire leur syllogisme et leur méthodo. Oui, il faut toujours reprendre le syllogisme parce que ça fait partie des critères de sélection que le jury va retenir. Donc effectivement, ici, quand on prend par exemple la première question, dans quel cadre légal les policiers agissent-ils? Eh bien, vous allez commencer par la règle de droit, en l'introduisant en fait. Donc du coup, on répond de façon structurée. On va dire que la procédure pénale connaît 2 types principaux d'enquête, à savoir l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire. On présente rapidement les différences et alors on va dire que l'enquête de flagrance, elle est définie à l'article 53 du Code de procédure civile, pénale, pardon, et qu'il y a des conditions à remplir. Et là, on va mettre les conditions comme une règle de droit dans un cas pratique qui est plus long. Et on va tout de suite le coller à l'espèce. En l'espèce, on est à la sortie du train, les policiers ont été appelés. Donc, j'ai les critères qui me permettent d'identifier la temporalité, la matérialité et l'apparence. En faisant à chaque fois en l'espèce, en l'espèce, en l'espèce. Conclusion, au vu des faits de l'espèce et des éléments identifiés, nous sommes dans le cadre de l'enquête de flagrance. Émilie, on a une autre question très intéressante de Diab qui nous dit ne faudrait-il pas qualifier les faits avant d'envisager l'enquête? Non, parce qu'en fait, là, vu comment les questions vous sont posées, le jury met quand même 14 points sur la procédure, 6 points sur les qualifications. Donc pour lui, la priorité, c'est de vérifier que vous maîtrisez la procédure pénale, le cadrage, donc le cadre de l'enquête, et tous les actes qui vont être autorisés ou non dans cette enquête pénale. Pour eux, la qualification et les circonstances, en plus, ils vous donnent du coup l'indice, voire les circonstances aggravantes, sont finalement secondaires dans ce raisonnement-là. Et c'est particulièrement sur le cadrage légal, la procédure, qui vont être très attentifs. Attention, je ne vous dis pas qu'ils ne vont pas être attentifs à comment vous qualifiez, hein, mais là, l'intérêt premier pour eux, c'est cette enquête judiciaire et c'est cette procédure. Parce Oui, que et puis on est de... n'oubliez, pardon, je t'interromps, mais n'oubliez pas que on n'est jamais sanctionné si on en dit trop, mais le risque, c'est de ne pas boucler la copie. C'est D'accord? ça. Donc, évidemment, si vous voulez en dire plus que nécessaire et attendu, il n'y a pas de problème si on est dans le cadre et que c'est juste. Mais le problème, c'est que vous allez perdre du point Oui, et et du que temps. 3 heures, ça passe très vite. Ça passe très vite. Donc, il faut aller quand même directement à l'essentiel. Surtout que dans la procédure, vous avez énormément d'éléments et de détails, ne serait-ce que différencier enquête de flagrance et enquête préliminaire, ça vous prend déjà un paragraphe. Un paragraphe, c'est quand même une rédaction qui fait 10 minutes, enfin, je veux dire, ça va très très vite. Donc là, quand on vous pose des questions comme ça, vous répondez de façon rigoureuse, ça fait partie du jeu en fait. Ils vont vérifier que vous savez aussi respecter les consignes. Donc suivre la ligne directrice. Donc respecter le cadrage qui vous a été imposé. Inverser entre la deuxième et la première. Alors, ça ne va pas être interdit, mais ça ne va pas respecter la logique dans laquelle on vous a posé la question. C'est tout. Maintenant, ça m'étonnerait qu'ils vous en tiennent rigueur. Si vous êtes plus à l'aise sur les qualifications, ok, commencez par ça et dégagez-le.
Je sais que souvent le juriste pénaliste est beaucoup plus à l'aise sur la qualification, mais faites attention à pas perdre trop de temps parce que les questions sont très longues, même si à chaque fois elles sont très découpées. Une condition de gravité de l'infraction est requise pour l'infralégrance. Oui, enfin c'est surtout le cadrage qui est important, avec les différents critères. Mais dans l'absolu, on n'ira pas vous sanctionner si vous faites la 2 avant la 1. Maintenant, faites juste attention à bien respecter la logique qui vous est imposée. Oui, bah, mais là, vous le mettez en fait. Quand vous faites les critères temporaires, matériels et d'apparence, vous expliquez qu'au niveau du critère matériel, vous voyez que l'enquête de flagrance qui n'est envisageable qu'en matière de crime ou de délit puni d'une peine d'emprisonnement. Qu'en l'espèce, au vu des faits, il semble que ce soit ces critères-là qui vont être retenus. Parce qu'on est sur des faits de violence. Mais vous n'allez pas rentrer dans les détails. Vous donnez la matérialité générale. C'est après, au niveau de la question 2, on va vous dire quelles infractions, voire quelles circonstances sont susceptibles d'être caractérisées. Là, dans la question 1, au niveau des critères, quand vous allez mettre le critère matériel en avant, c'est-à-dire la gravité avec les peines encourues, vous allez juste expliquer qu'au vu des faits, on nous explique qu'il y a 2 jeunes gens qui auraient commis des violences. Alors, pour les termes exacts, Fanny, c'était violenter Madame R. Et là, vous reprenez les termes. Violenter Madame R, euh, un jeune homme qui saigne après avoir eu une altercation avec un jeune porteur d'un couteau, mais vous ne rentrez pas dans les qualifications détaillées. Vous recadrez. Et vous pouvez dire que ceci s'apparente très fortement à des faits de violence et que vous verrez plus en avant dans la question 2 la qualification précise qui sera retenue. Comme ça, vous avez montré la rigueur. Est-ce que j'ai répondu à votre question, aux questions du moins, qui étaient dans le chat? Parce que là, du coup, j'ai pas les yeux sur le chat. Oui, tout à fait. Pour l'instant, il n'y en a plus. Parfait. Donc, quelle heure il est? 51. Donc, euh, voilà, ce qui est très important quand on revient donc aux questions, effectivement, de façon structurée, donc vous le verrez dans le corrigé, j'essaye d'être la façon la plus exhaustive possible pour bien vous montrer quel est l'ordre de raisonnement qu'il va falloir appliquer. Pareil, les mesures, quand on vous dit quelles mesures d'enquête et de contrainte peut être mis en œuvre au regard du régime d'enquête, vous allez déjà rappeler quel régime d'enquête vous avez établi, donc c'est le deuxième point du premièrement. L'interprétation et le menottage était-il juridiquement possible? Il est impossible de répondre de façon synthétique et mélangée à ces 2 questions finalement qu'on vous pose. On vous met 4 points, mais en fait, il y a une 5e question, c'est-à-dire l'interprétation et le menottage était-il juridiquement possible? Donc là, sur une question à 4 points, vous voyez très bien qu'il y a 2 points pour la première question et 2 points pour la seconde question. Et donc, vous allez appliquer le même raisonnement. D'abord, on traite la mesure d'enquête de contraintes qui peuvent être mises en œuvre dans le régime d'enquête. Là, vous reprenez votre article et vous déroulez les mesures potentiellement applicables sans en faire, comment dire, un vrai catalogue. Là, à ce moment-là, ça serait que dans un paragraphe, vous donnez les mesures possibles en bien nommant à chaque fois l'article du code qui s'applique. Rigueur juridique, on reprend le fondement légal, on l'identifie et après, on va identifier les points saillants qui vont être à remonter. Là, les points intéressants que le jury vous demande de travailler, c'est l'interpellation et le menottage. Donc, tout ce qui est perquisition, fouille, garde à vue, pour l'instant, on s'en occupe pas, on les a cités dans dans le premier corps de cette question. En revanche, interpellation, menottage, on va s'y intéresser un petit peu plus. Et là, vous reprenez ce que dit la règle de droit, donc vous citez l'article, et vous appliquez à l'espèce. Et vous concluez. Et là, la différence se fait par rapport au comportement des 2 jeunes gens. On vous dit que pour l'interpellation et particulièrement le menottage, il faut que la personne présente un comportement violent. Alors que pour un, on vous dit qu'il assène un coup de poing, et l'autre personnage s'abstient de tout comportement. Donc là, vous allez déjà identifier 2, normalement, régimes juridiques qui doivent s'appliquer. Vous le verrez, hein, prenez le temps de bien lire le corrigé. Et s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, hein,
On est là pour répondre à toutes vos questions. Pour continuer, au niveau des qualifications, c'est là où, même si c'est que sur 6 points, faites bien attention à toutes les, on vous le dit, hein, voir quelles circonstances aggravantes sont susceptibles d'être qualifiées, d'être caractérisées, pardon, excusez-moi. Donc d'abord, on vérifie, toujours dans le même raisonnement, infraction principale, on qualifie, donc on donne le syllogisme, règle de droit. Donc par exemple là, c'est les violences qui vont s'appliquer, hein. Donc la règle de droit de la violence, l'application à l'espèce, on applique une circonstance aggravante s'il y en a une, par exemple à la question de la réunion, la question du port d'armes, on vous parle d'un couteau, on ne vous donne pas la catégorie de ce couteau, hein. On ne sait pas si c'est un cran d'arrêt, si c'est... Mais il va falloir l'identifier, et il va falloir le signaler à vos correcteurs. Et après, vous concluez. Donc la peine encourue, c'est temps et temps. Ce qui est très intéressant, c'est donc à chaque fois de bien voir, là, vous n'allez pas faire en fonction des auteurs, mais vous faites en fonction des victimes. Parce que c'est là que vous allez identifier les circonstances aggravantes. D'un côté, la circonstance aggravante, elle tient du fait qu'un des auteurs porte une arme. De l'autre côté, c'est que la victime est une mineure. Samy est mineure. Donc là, vous allez pouvoir aussi montrer à votre correcteur que vous avez bien identifié que les circonstances aggravantes, elles sont d'un côté sur la personne de l'auteur, d'un autre côté sur la personne de la victime. Mais vous ne pouvez établir ces circonstances aggravantes qu'après avoir identifié l'infraction principale, établi la responsabilité des auteurs de façon d'abord en tant qu'auteur individuel, puis en réunion avec la circonstance aggravante de la réunion, et puis après vis-à-vis des victimes. Donc dans votre raisonnement, vous faites identification de l'infraction principale pour les deux auteurs. Vous expliquez que tel et tel auteur a appliqué des violences sur telle et telle personne, qu'en plus ils ont agi de concert, et là vous citez le cas pratique, hein, ils ont agi de concert, donc la réunion est envisageable, et vous excluez la bande organisée parce qu'elle ne répond pas aux critères de la bande organisée. Il suffit de mettre entre parenthèses l'article qui définit la bande organisée, la jurisprudence qui s'y applique. Vous concluez sur la responsabilité pénale au regard des critères de la réunion. Et là, vous expliquez que, attention, nous sommes face à des victimes qui présentent des profils différents. D'un côté, Samy, donc vous faites un paragraphe sur Samy, et d'un autre côté, le jeune homme qui s'appelle Paul, de mémoire? Oui, Paul, la mère de Paul, qui est donc oui, aux urgences. Paul, qui lui est un jeune majeur, donc on n'a pas le critère de la minorité à prendre en compte. En revanche, on sait que l'auteur était porteur d'une arme et que Paul saigne. Il faudra attendre à sa sortie des urgences l'ITT qui sera prononcé pour avoir la peine encourue. Ça, vous le mettez. En tant que substitut, vous concluez en disant, en attendant le certificat médical présentant l'ITT, nous savons que nous sommes dans des violences avec armes. Il encourt donc ça, potentiellement aggravé, par une ITT, parce que ce jeune Paul dit, enfin, il saigne, mais on ne sait pas s'il y a des lésions internes. On vous dit au flanc. Dessin des liens, se tenant les côtes après avoir constaté qu'il saignait. Sauf que les côtes un peu plus bas, il y a les reins. S'il y a des lésions graves sur le foie ou sur les reins, l'ITT ne sera pas la même. Et ça, on doit attendre en fait les résultats de la médecine légale et donc de l'ITT. Donc on ne vous demande pas d'être médecin, d'être légiste, hein, loin de là. Par contre, un magistrat doit savoir lire ceci et donc prendre en considération l'ITT qui est prononcé pour inclure la circonstance aggravante. Ce qui vous sera très utile pour répondre à la question 3 sur les options procédurales. Et dans les options procédurales, on vous a bien dit que vous êtes substitut au parquet de Bordeaux, donc il faut, et il y a marqué les options procédurales dont dispose le ministère public à l'issue de l'audition des mises en cause. Quelles mesures restrictives de liberté pourraient être mises en œuvre? Il faut que vous les listiez à ce moment-là, c'est quand même une question qui vaut 4 points, et que vous établissiez laquelle serait, au regard du cas pratique, la plus logique, la plus adaptée si vous deviez prendre position. Il ne faut absolument pas mettre, c'est à la décision souveraine des magistrats. Ça, en pénal, ça passe très mal.
vous dites que, en toute logique, comme Fanny vous l'a montré avant dans le truc dans le cas pratique de procédure, on est dans la légitimité de proposer telle et telle poursuite et telle option procédurale. Voilà. Évidemment, vous allez avoir tout ceci beaucoup plus détaillé dans le corrigé qu'on vous propose, mais comme dit, respectez cette logique, respectez la rigueur, gardez toujours à l'esprit cette rigueur. On est des techniciens et on a un super outil qui est le code, à condition de savoir l'utiliser. Merci pour votre écoute. Merci, Émilie. Je voulais juste terminer en vous partageant rapidement le corrigé pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais effectivement, vous y aurez accès et donc vous lirez ça de manière plus détaillée avec tout le temps nécessaire pour bien voir tous les conseils et toutes les consignes qu'on vous a données. Donc, vous voyez, on reprend le plan des questions. Donc, petit 1, l'enquête judiciaire. On reprend les sous-questions. Premier petit point, dans quel cadre légal d'enquête les policiers agissent-ils? Et puis, on répond, pas en une phrase ou deux, pas en 3 ou 4, par des paragraphes argumentés comme on vous l'a expliqué. Et puis, pareil pour la deuxième petite question, pareil pour le contrôle d'identité initiale, etc. Et on arrive au petit 2, les qualifications, et vous voyez que c'est argumenté. Qu'il y a les syllogismes, il y a un aller-retour entre les règles de droit et ce qu'on vous a expliqué dans le cas pratique. Voilà ce que ça donne. Je crois que nous avons une ou deux questions. Alors, la gestion du temps étant essentielle, peut-on faire l'impasse sur résumé des faits et questions de droit, notamment pour les cas pratiques en civil et pénal, à questions précises? Alors, oui, c'est une bonne question, Diab. Effectivement, elle se pose. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, s'il y a des petites questions techniques comme ici, dans le cas pratique de pénal, vous pouvez vous exempter du résumé des faits. Une phrase pour remettre le décor et ça suffit. En revanche, on ne peut pas faire l'économie, me semble-t-il, de la question de droit, parce que c'est quand même fondamental. Ce n'est pas parce qu'on vous pose une petite question précise qu'on a juridicisé la question. Donc, la question de droit, certainement pas. D'accord? Vous ne faites pas l'économie de la question de droit. Vous faites l'économie du résumé des faits si question précise il y a. Ensuite, autre question, comment bien distinguer les différents modes de participation, BO, complicité, coauteur en réunion? Ça, je laisse Émilie vous répondre. Alors, iPhone, je ne sais pas qui se cache derrière iPhone. Alors, comme je commençais à l'écrire dans le chat pour te permettre Ah, de pardon. terminer les explications, donc pour répondre à la première question, il est déconseillé de ne pas faire ce rappel, même minima, comme tu disais, en une phrase, Une phrase. de la contextualisation, mais il faut poser la question droit parce que de toute façon, vous ne pouvez pas répondre s'il n'y a pas de question posée. Non. Donc, pour répondre de façon argumentée, il faut que vous circonscriviez, vous posiez une question droit. Concernant l'identification des différents modes de participation, en fait, il faut vous rapporter aux critères légaux qui ont été posés d'une part par les codes et d'autre part par la jurisprudence. Par exemple, la bande organisée, comme le dit son mot, c'est une bande qui est organisée, c'est-à-dire qu'elle est structurée de façon quasi industrielle. On a dans la bande organisée les donneurs d'ordre, les petites mains, les logisticiens. Si on n'a pas ça, et la bande organisée, elle est limitée aux grands crimes transnationaux, à tout ce qui est trafic de stupes, trafic de terrorisme, trafic de personnes. Enfin, vous voyez, c'est la grande criminalité. Donc, on n'a pas de la bande organisée si on a deux, passez-moi l'expression, imbéciles qui font du vol de téléphone dans un train. Là, au vu des circonstances, quand vous avez une pluralité d'acteurs, l'association de malfaiteurs, bah, plan non concerté. Ah si, en règle générale, quand il y a une association de malfaiteurs, il faut quand même qu'il y ait une discussion avec un partage de rôle entre les personnes. C'est ce que vous dit la jurisprudence. J'en reviens à ma réunion. La réunion, c'est typiquement ce qu'on a dans ce cas-là. Vous avez une pluralité d'auteurs qui sont co-auteurs
et qui interviennent dans un même degré de responsabilité. À la différence de la complicité, où la complicité, telle qu'elle est définie par 121.7, vous dit que la personne va faciliter l'action de l'auteur principal. Le fait, en plus c'est marqué dans le cas, on vous donne souvent des indices, il facilite en tenant les portes ouvertes la fuite de la personne. Ne serait-ce que vous dire qu'on facilite, on est dans la complicité. Vous voyez? Donc on peut très bien passer de co-auteur à complice. Ce qui est important, c'est d'identifier le rôle de chacun au vu des faits qu'on vous donne. Est-ce qu'on a répondu à la question? Je pense, sinon après il suffit de reprendre vos fiches, hein, et ça on est là pour ça, pour vous donner, les points indices à chaque fois, hein. Mais comme dit l'association de malfaiteurs, on est dans quelque chose qui est pas tout à fait industrialisé, mais on est quand même dans quelque chose de bien construit déjà, hein. Comme dit, c'est pas nos 2 jeunes là qui font des bêtises dans le train, pour parler gentiment. Merci Émilie, je crois que tu as répondu à toutes les questions du chat. Oui, très bien, il n'y en a plus. Je te remercie Émilie beaucoup pour tous les conseils que tu as pu donner. Je vous remercie, vous toutes et vous tous, de nous avoir suivis ce soir. Très bonne soirée à tous et à très bientôt.